qu'elle dit autour des petits chats, de son père, ensuite de la séduction de l'enfant. Ce qu'elle dit de l'enfant, page 113, de la grossesse. Toute grossesse est associée à la mort. Moi, je trouve ça magnifique. C'est horrible, franchement. Le côté gremlin, non, son c'est de l'intérieur, moi, je trouve ses ça vraiment fantasmes. Quand on donne la vie, on donne la vie. Et on voit comment elle va en arriver à la destruction. Oui. Ça nous... Ouais. Moi j'aime énormément, j'ai trouvé d'une sensibilité. Cet article, il est... Une intelligence. Ce passage est remarquable. Cet article, Ce passage est remarquable. Remarquable Et sur la cet maternité. article... Oui, tu peux lire peut-être ce passage. Alors il est assez long, oui. Alors je lis, je clique au hasard. Je considérais donc, voilà, donc les deux petits chats, hein, elle essaye d'analyser sa vision de deux petits chats noirs après que son père l'ait engueulé. Alors elle pense que c'est... oui, alors, quelqu'un lui dit, une vieille qui lui dit non, tu es encore trop petite pour avoir un enfant. À ton âge, tu pourrais tout au plus avoir un petit chat. Elle associe ça, enfin c'est ça qui va, d'après elle, produire l'hallucination des deux petits chats noirs sur la commode qu'elle lie complètement au père, au cou du père et à l'enfant. Et alors elle dit, ma pensée immédiate fut, voici la mort, ou bien la peste. Je considérais donc l'enfant comme une maladie dangereuse, voire mortelle. Un tel phénomène est tout à fait ordinaire, ainsi que m'en ont convaincu les nombreux cas que j'ai rencontrés de femmes qui se représentent la grossesse et l'accouchement comme une dangereuse maladie. La femme, qu'elle en soit consciente ou non, voit toujours la nouvelle créature se constituer aux dépens de l'ancienne. Il est intéressant de constater que ces représentations de destruction peuvent aussi bien provoquer en nous du plaisir que de l'angoisse, ou du moins du déplaisir. Ma phobie des maladies infectieuses me venait donc de l'angoisse que m'inspirait l'enfant, mais ce n'était pas tout, il y avait aussi une part d'angoisse devant le ravisseur, le séducteur. Le rôle du père, je saute, consistait sans doute simplement à ramener de l'argent à la maison. Oui, elle dit que le père n'était pas perçu dans sa fonction dans la conception. Il ramenait de l'argent à la maison. Et néanmoins, je recherchais constamment le ravisseur, c'est-à-dire l'homme. Voilà. Après... Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Je recherchais le ravisseur, c'est pas très clair pour moi. Le ravisseur, c'est entre la sexualité et la mort. Celui qui va... elle fait allusion à Goethe et à Bereitet so spät durch Nacht und Wind, le roi des aulnes. Et elle dit, elle cite Goethe, qu'il a parfaitement décrite dans son poème Le roi des aulnes. Je t'aime, ta belle figure me charme, et si tu ne veux pas consentir, il faudra te soumettre, murmure le séducteur à sa victime, ce qui en même temps nous révèle le penchant amoureux que le poète nourrissait pour les jeunes enfants. Goethe n'aurait pu si bien décrire l'angoisse du jeune garçon s'il n'avait lui-même connu ce désir angoissé de remplacer par un nouvel objet d'amour la figure paternelle. Moi, je trouve ça magnifique. Oui, ce passage est extraordinaire. Et c'est une très belle façon de parler de sa théorie de l'enfant comme une maladie dangereuse, car toute nouvelle vie se constitue au dépens ou au sacrifice, n'est-ce pas, de l'ancienne. Là, elle prend, mais d'une façon très agréable, beaucoup plus agréable que dans la destruction, comme cause de devenir. C'est plus pénible, mais c'est très dense, la destruction comme cause de devenir. Il y a certains moments où elle fait ses interprétations, un peu de traduction symbolique qui sont un peu agaçantes, qui étaient un peu à la mode à l'époque. Mais une chose intéressante dans la destruction... Oui, c'est ça. Et freudienne aussi. Parfois, elle dit que Freud... Il mettait la circoncision comme synonyme de castration, etc. C'était des interprétations comme ça, un peu mécaniques. Et donc, elle faisait ce genre d'interprétation mécanique. Mais dans la destruction comme cause de devenir, c'est là que la question de la biologie peut-être entre un peu, mais c'est pas tout à fait biologique parce qu'elle va, elle vient. Lorsqu'elle compare, par exemple, la question de la conservation de l'individu, l'autoconservation, et la conservation de l'espèce. Oui. Et que la conservation de l'espèce dépend de la destruction
de l'individu. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un qui meurt pour que l'autre puisse naître. N'est-ce pas? Et elle met ça comme contradictoire. Mais il y a un moment où elle prend ces deux-là comme métaphore. Et il y a le je et le nous. Ça veut dire la conservation de l'espèce, c'est le nous, et on peut glisser du je vers le nous et du nous vers le je, et elle dit que de toute façon, dans le psychique, au fond de tout, à la racine de tout, il y a le nous. Et le nous, c'est d'une certaine façon la mort du je. C'est ça, tout à fait. Et donc là, c'est d'une finesse très grande son travail, mais qui n'est pas facile à lire. Et puis ensuite, elle parlera juste là de la chimie, de l'alchimie, ça va lui faire plaisir à lire, ça. Oui, elle faisait... C'est là qu'elle est différente de Lou, c'est qu'elle est très... Elle garde toutes les écoles ensemble, elle les réunit. Oui, donc, elle est jungienne, elle est freudienne, elle est Steckel, Adler, tous. Je sais, ce qui me dérange chez elle, c'est cette soumission à tous ces grands hommes, disons. Hein. Il y a, ça c'est quelque chose, à mon avis. Il y a quelque chose qui, à Alors moi, que me Lou, dérange. Alors que Jo, à l'époque, c'était quand même étonnant que Lou... Et voilà. c'est touchant, moi oui, mais elle est soumise à tous ces grands hommes, pas seulement que c'est des grands hommes, parce que ces grands hommes sont les créateurs de ces théories. Elle est trop soumise aux théories et à la pensée théorique, ce que je trouvais. Hein. Donc il y a une passion par la pensée, une passion épistémophélique forte, mais une trop grande soumission. Mais selon Carotte et Noto, Daisy, à partir de 1914, elle commence à avoir son autonomie. Hein? Et je pense que ces articles finaux autour de la linguistique, ça montre toujours qu'elle imbibe, n'est-ce pas, le milieu dans lequel elle est, puisque Genève, c'était un milieu linguistique, mais c'était déjà relativement indépendant de tous ces grands hommes-là. Tous ces fantasmes, justement, de masochisme et de sadomasochisme que les gens ont par rapport à sa vie sexuelle, je pense que cette soumission y est pour quelque chose. Hein. Donc c'est quelqu'un qui avait une passion pour la lettre, disons comme ça, mais il y avait une trop grande soumission et des fois, je pense que ça l'empêchait ça l'empêchait de penser, d'être plus créatif. Comme toujours. Et puis d'oser s'en foutre de certaines théories, c'est ça la chose. Et c'est ça qui me dérange chez elle, hein. Il y a quelque chose Oui. Mais elle voulait, je pense qu'elle voulait vraiment occuper une place importante. C'est pour ça qu'aussi elle était coincée dans... Oui, il fallait quand même affirmer quelque chose. Qui était lié au désir du père. Oui. N'est-ce pas? C'est le père qui disait « tu seras quelqu'un d'important ». Oui. Et là, elle doit réaliser un peu ce désir du père. Dans cet article que tu nous as donné à lire, là, donc ça finit un peu tarabiscoté par la question du complexe du père. Donc elle essaie de, et lui met ça comme c'est pour ça qu'il est important d'aller au-delà du père pour libérer de quelque chose. Il y a une lettre de Freud qui lui écrit à Sabina Spielrein le 12 juin 1914, dans le cadre de ce que vous racontiez à propos de ses demandes d'intervention de Freud. Il lui dit « Bien entendu, je souhaite que vous réussissiez à vous débarrasser comme d'un bric-à-brac de l'idéal infantile du héros et du chevalier germanique qui dissimule toute votre opposition à votre milieu et à votre origine, et j'espère que vous n'attendez pas de cette image trompeuse l'enfant qu'à l'origine vous vouliez certainement de votre père. » Voilà. Je souhaite, vos essais pédagogiques s'inscrivent certainement dans la bonne direction, que votre feu intérieur réchauffe vos ambitions au lieu de vous consumer. Ça c'est pas mal. C'est très bien dit. Il faut dire que Freud aussi, il était prisonnier de cet idéal germanique. Et qu'il réussit à se libérer. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment, il a dit, moi j'ai réussi à me libérer. Il dit,
Je suis guérie de la prédilection pour les têtes blondes. Tandis qu'elle, pas, n'est-ce pas? Oui. Et lui, il a commencé à se libérer autour de 1912, justement, qu'il s'est libéré de cette fidélité qui l'a embarrassé au début de l'histoire. Donc, il était fidèle à Jung, il s'est libéré de la fidélité avec Jung, tandis qu'elle, pas, elle est restée fidèle à Jung. Et voilà, il dit « Rien n'est plus puissant qu'une passion maîtrisée et dérivée. » C'est ça. Si vous arrivez à maîtriser votre passion, vous allez être forte et puissante. Une autre question, comment ça s'est passé plus ou moins? Qu'est-ce que tu sais de sa séparation avec Jung? Apparemment, ils sont restés toujours en contact. C'est-à-dire, il y a eu une séparation. Bon, elle s'est mariée, mais la correspondance il a toujours écrit à Jung. Quand elle était en Russie, elle est retour en Russie, elle a toujours écrit à Jung. Il n'y a jamais eu une vraie rupture avec nous. Elle a continué, c'est pour ça aussi. Mais il y a une fin de la vie amoureuse, ou en tout cas de la poésie. Il n'y avait plus de poésie à certains moments. Non. Mais bon, c'est Jung qui a fini la... Comment? Apparemment, il lui... Je sais, j'ai pas beaucoup de détails, mais elle dit que Jung... presque l'a mis à la porte. Et là, c'est lui qui a décidé, mais que quand même, quand il lui il lui dit quelque chose, et lui, il le cite et qu'il est pris, alors il n'est pas très clair. Mais bon, à un moment donné, elle déménage. C'est elle qui le met à la porte, c'est elle qui le met Non, c'est lui. Non, c'est lui qui met fin à la relation, c'est lui. Moi,